On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Vous savez, le dimanche 3 novembre dernier, c'était les élections. Il y avait un conseiller sortant qui ne s'est pas représenté, c'est Philippe Lanier. Philippe que je connais depuis très, très longtemps, une trentaine d'années. Il m'avait dit, si tu as besoin d'un analyste politique, il dit, je me mets à ta disposition. Évidemment, comme il était conseiller sortant, on avait un certain malaise à l'inviter durant la campagne. Là, la campagne est terminée. On va écouter un peu son analyse de campagne électorale. Donc, lui qui a été quand même conseiller pendant très longtemps. Donc, une appréciation quand même intéressante de la campagne. Donc, restez avec nous. Mais d'abord, on vous présente un roman autobiographique à monsieur qui est natif de Lacolle et qui habite Saint-Jean-sur-Richelieu. Il s'appelle Maurice Desmarchais. Notre prochain invité s'appelle Maurice Desmarchais. C'est un auteur de la région et il nous présente un roman autobiographique, tout simplement Ma vie. Il est avec nous. Monsieur Desmarchais, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Est-ce que c'est votre premier ouvrage? C'est mon premier bébé. Oui, c'est mon premier ouvrage. Est-ce que c'est le dernier? Non. Pas nécessairement. Non, mais il y a quelque chose, je travaille sur autre chose. Bon, expliquez-moi comment on se lève un beau matin et on se dit, tiens, je vais écrire ma vie, je vais écrire mon autobiographie. Est-ce qu'au départ, on le fait pour soi-même, pour sa famille immédiate, pour laisser un souvenir? Et à quel moment on décide de dire, ben non, je pense que je vais le publier puis je vais rendre ça public, Ouais. là? Et comment ça s'est passé dans votre cas? Moi, depuis 1993, je remplissais les pages d'un journal sans penser qu'un jour j'écrirais. C'était vraiment, là, justement, comme tu as dit, un beau matin. Je me suis levé, puis j'ai dit, c'est maintenant ou jamais. Et puis, pas un instant, j'ai hésité à être angoissé. C'est-à-dire, j'ai pas été angoissé pour la fameuse page blanche. Tout a bien été et ça s'est fait tout naturellement. Au début, j'allais dans mon bureau, puis j'écrivais à la main, là. Puis mon épouse m'a vu faire. Là, je remontais avec mes petites notes à l'ordinateur. Elle dit, pourquoi tu fais pas comme les vrais auteurs, puis aller écrire directement. Et j'ai commencé à faire ça directement. Et puis, à ce moment-là, c'était comme si j'avais toujours fait ça. Ah oui? Ouais. C'est quoi, c'est un déclic qui se fait automatiquement? Oui, exactement. Bien, moi, je vais dire, je suis quelqu'un qui... Je regarde mes rêves. Je suis attentif à mes rêves. Puis, dans un des rêves que j'ai fait, quelqu'un m'offrait un Mont Blanc, Ah oui? qui est un crayon. Alors, pour moi, si tu as parlé de déclic tantôt, inconsciemment, ça a pu être le déclic. Mais avez-vous écrit ce bouquin-là avec une plume ou vous l'avez Non. fait à l'ordinateur? Fait à l'ordinateur. OK, donc vous êtes quand même... Ouais. Vous êtes... Ouais. La technologie s'est rendue, là. Ouais. Mais j'ai écrit beaucoup au crayon bien avant. Là. Bon. Votre vie, elle ressemble à quoi? Bien, moi, ça fait 10 ans que je suis à la retraite. Et puis, j'étais fonctionnaire. J'ai toujours écrit. J'ai participé justement où je travaillais à un concours d'écriture. D'ailleurs, l'ouvrage que j'ai présenté se retrouve, comment on peut dire, décortiqué entre chaque chapitre. Entre chaque chapitre, on peut lire le poème que j'ai écrit sur parler. Alors, tu fais un chapitre, puis entre chaque chapitre, il y a le poème. Vous êtes natif de quel endroit? De Lacolle. Je suis né à Lacolle. Bon. Ouais. Sans indiscrétion, vous avez quel âge maintenant? Moi, justement, c'est mon cadeau de 65 ans. 65 ans? Oui. Bon. Si j'ai fait un plan, c'est le seul que j'ai fait, de le sortir pour mes 65 ans. Bon, vous dites que vous avez été fonctionnaire dans quel domaine? À la douane. À la douane, bien évidemment, donc Oui. vous habitiez Lacolle. Oui, à la douane. À Lacolle, j'ai tout le temps vu, étant jeune, là, j'ai toujours vu des douaniers à l'épicerie, au bureau de poste. Donc, le travail en courtage de douane m'a amené à la douane. Bon. Donc, natif de Lacolle. Oui.
Donc, si vous avez 65 ans, vous êtes né dans les années 40, fin des années 40. Oui. Ouais. À quoi ça ressemblait, votre 0 à 18 ans? Votre enfance à l'école, ça ressemblait à quoi? Oui. Moi, je viens d'une grosse famille. Donc, un papa journalier, mécanicien. Donc, c'est sûr qu'on ne s'ennuyait pas parce qu'on était... Moi, je suis le 6e de la famille. Donc, on avait toujours des amis pour jouer, frères et sœurs. Et puis, on restait au village de Laconne. Puis, mon père travaillait au garage de Racine. Donc, moi, j'ai eu... moi, je peux dire que j'ai eu une enfance heureuse, entourée d'amour. Puis, même si mon père avait des fois 2, 3 travails en même temps, justement, on n'a jamais manqué de rien. Donc, j'estime que j'ai eu une enfance heureuse. Bon. Voilà. Et après ça, dans votre vie personnelle, familiale et professionnelle, de 18 ans à aujourd'hui, quels sont pour vous les moments forts des 40 dernières années? Oui. Les moments forts, c'est sûr que moi, je dis merci à la vie parce que, je vais dire comme mon épouse, je l'ai eu facile. Dans le sens que il m'est arrivé des choses, tout le temps des belles choses. Moi, j'ai une santé fragile, c'est-à-dire que j'ai eu des petits problèmes cardiaques. Mais ces maladies-là, puis il y a eu d'autres affaires aussi, ça a été tout le temps pour moi un tremplin. Un tremplin pour connaître autre chose. Je ne me suis pas assis, puis pauvre de moi, puis non. Ah oui. C'est pas dans mes cordes, ça. C'est pas moi. Donc, vous apprenez de vos expériences. Oui, oui. Puis même... Et vous allez de l'avant, là. Vous ne reculez pas, là. Non, non, absolument pas. Puis, comment je dirais ça? Les gens, des fois, dans les discussions, vont dire, bien, oui, mais Maurice, est-ce qu'il fallait que tu sois malade pour apprendre ça? Mm-hmm. Ben oui. Ben oui. Qu'est-ce que je te dis? Moi, ça a été mon chemin. Avez-vous des enfants? Oui, 2. Un garçon et une fille, dans la trentaine, les 2. Est-ce qu'ils l'ont déjà lu? Ils ont commencé. Et même mon petit-fils, Samuel, qui a 8 ans, il m'a montré, on soupait ensemble dernièrement, et il m'a montré où il était rendu là, à lire. Est-ce qu'il y a une certaine appréhension de la part de vos enfants de lire ce bouquin-là? Est-ce que vous pensez même qu'ils vont apprendre des choses qu'ils ne connaissent peut-être pas de vous? Oui, ça c'est sûr. Ils ont hâte de découvrir, justement. Ça fait bizarre parce que juste avant de venir ici, je parlais à ma fille au téléphone. Puis elle m'a dit justement qu'elle était rendue à un endroit là, où elle était en train d'apprendre des choses de moi qu'elle ne savait pas. Parce que je suis un homme très spirituel. Bien, c'est ce que je me rends compte, parce que je regarde dans vos différents chapitres, le chapitre crise cardiaque, après ça, symbole et rituel, ma vie professionnelle, la maison havre de paix. Et là, ici, j'arrive avec contact avec l'au-delà. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on va parler de ça? Oui, bien moi... Avez-vous des contacts que j'ai pas, là? Ça se pourrait. Ça se peut, ça? Ça se pourrait. OK. Tu sais, les gens, il y a des gens qui en ont, puis ils n'en parlent pas. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur d'être jugés. Moi, je n'ai pas peur d'être jugé. J'ai plus peur d'être jugé. C'est pourquoi j'ai plus peur d'être jugé? Parce que moi, je ne juge pas. Je suis rendu là. Mais les contacts avec l'au-delà, c'est mon petit talent. Je ne suis pas médium, je ne suis pas devin. J'ai encore des difficultés à donner un nom à ça, à ce petit truc-là qui est amusant parfois. Okay? Moi, je m'en amuse, ça ne me fait pas peur. Okay? Moi, j'ai eu, tu sais, les contacts avec l'au-delà, c'est quelque chose qui se passe dans l'invisible. OK? Donc, c'est sûr que les contacts que j'ai eus, moi, c'est ça. C'est dans l'invisible, c'est quelque chose qu'on ressent. J'en raconte qui sont assez... Il y a des gens qui vont apprendre quelque chose là, de moi qui ne savaient pas. À qui s'adresse ce bouquin?
Bon, évidemment, peut-être vos proches, là, Ouais, ma famille. vos amis, la famille, les enfants, les petits-enfants. Mais comme vous le rendez public, parce que ma belle-mère aussi a écrit un peu ses mémoires, mais c'était juste destiné là, C'est à la ça. famille. Vous décidez de c'est une le belle question. publier. Donc, au-delà de vos proches, pourquoi vous publiez ça? Ouais. Pourquoi vous le rendez public? Parce que pour moi, ça reste, je l'ai qualifié de livre à message. OK? Parce que moi, j'ai suivi beaucoup d'ateliers qui m'ont appris des choses sur moi. Je me suis investi dans ces choses-là et un jour, ça m'a dit, « Bien, Maurice, tu es un messager. Tu as des choses à dire que les gens vont retenir et qui vont avoir besoin. Dans toutes mes dédicaces, ça va être des dédicaces très personnelles. Moi, je vais l'écrire, mais j'ai plus de pouvoir là-dessus après. Mais je sais que la personne qui va s'en aller avec mon livre puis qui va regarder sa dédicace, elle va lui dire quelque chose. C'est ça, une partie de mon talent. C'est d'être tout le temps devant les bonnes personnes, dans le bon temps, puis de dire, toute ma vie, une bonne partie de ma vie, j'ai demandé ça, moi. Qui sortent de ma bouche les bonnes choses à dire, les choses qui vont faire du bien. Et ça arrive. Je dis des choses qui font du bien. Et peut-être que l'écriture de votre autobiographie va vous donner le goût d'écrire d'autres choses par la suite. J'ai déjà le 3/4 du prochain ouvrage de fait. Est-ce que je peux en parler du prochain? Oui. Aujourd'hui, je travaillais sur le 46e poème. Il fait partie d'un ouvrage qui va en contenir 60. Et ça va s'appeler « La vie en rime ». Et je me suis aperçu, sans faire de plan, que c'est un petit peu la suite de ça, sans que je m'en aperçoive. Et après en avoir écrit 4-5, j'ai regardé, je dit, hey, je vais compter combien j'ai fait de paragraphes. C'était pas planifié. Tous mes poèmes comptaient 6 paragraphes de 4 phrases chacune. Alors pour moi, c'est toutes des choses qui me parlent. C'est toutes des choses qui me disent, je suis à la bonne place, c'est correct, on continue. En quelques secondes, à quel endroit on peut se procurer votre bouquin? Bon, c'est un livre qu'on se procure seulement sur un site Internet. Qui est le site manuscrit... Dépôt.com. Dépôt.com, donc l'adresse qui est inscrite à l'écran. Ah bon, d'accord. C'est ça. Puis moi, je suis, en fin de semaine prochaine, je suis à la colle. Je vais avoir un emplacement, un kiosque, dans le salon de Noël. Les gens de la colle appellent ça comme ça. C'est fait par les fermières de la colle. Merci beaucoup. Meilleure des chances. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Restez là, puisqu'au retour, on fait une analyse de la dernière campagne électorale municipale. Lorsqu'il nous avait annoncé sa décision de ne pas solliciter de nouveau mandat, il nous avait offert ses services d'analyste politique. Mais en même temps, on s'était gardé une petite gêne parce qu'il était conseiller sortant, pouvait être associé à certains candidats. Bref, on s'était gardé une petite gêne. Là, la campagne est terminée. Et je voulais faire un peu un débroussaillage de cette campagne électorale à 9 candidats à la mairie, 81 candidats au total, 6 équipes. C'est l'ex-conseiller municipal devenu analyste politique, Philippe Lanier. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Content d'avoir pris un congé de campagne électorale? Ah, très content. Congé de campagne électorale et aussi de la vie politique. Ouais. Après 15 ans... Il n'y a pas de regret, là? Aucun regret. Aucun regret. Je pense qu'après 15 ans, j'avais envie de passer à autre chose. Et je savoure pleinement, il faut le dire, là, cette liberté retrouvée pour moi, le temps passé en famille, les activités auxquelles je peux m'adonner. Puisque le rôle politique est terminé, on va pouvoir se permettre de se tutoyer Ben maintenant. oui, allons-y. On se connaît de longue date, depuis 30 depuis le secondaire. Effectivement. Comment as-tu trouvé la campagne électorale?
Grosse question, intéressante à suivre, fascinante, dû au nombre de candidats quand même, aussi aux projets qui ont été mis de l'avant, à tous les débats, les échanges qui ont eu lieu un peu partout. Mais en même temps, moi, je suis un habitué qui connaît le monde politique joannais, mais je me place dans la peau d'un Joannais moyen qui suit plus ou moins la politique et qui devait faire un choix là-dedans. Et parfois, j'avais l'impression qu'une chatte ne retrouvait pas ses petits, là, tellement il y avait de candidats et de programmes. Est-ce que le nombre de candidats à la mairie a eu plutôt l'effet contraire, c'est-à-dire créer de la confusion qui, ultimement, a mené à un certain désintéressement de la campagne électorale? Désintéressement, je ne le sais pas, mais je peux dire qu'il y a plusieurs personnes que j'ai rencontrées, moi, la semaine passée, la veille du scrutin, qui disaient ne pas savoir pour qui voter, ne pas connaître les candidats, malgré toute l'information qui a été qui a circulé. Et si on regarde le taux de participation, qui est à 49,6 c'est un peu mieux que la dernière fois, mais quand même, à 9 candidats, on aurait pu s'attendre à ce que ça augmente largement. Donc, cette campagne-là n'a pas suscité nécessairement tout l'intérêt qu'elle aurait pu. Bon, évidemment, on a tous tenté à notre façon de faire certaines projections. Moi, j'en ai fait. Bon, tu sais, je me disais, le prochain maire de Saint-Jean va être probablement élu avec 7 500 votes, 21 à 23 Au départ, on s'attendait davantage à un trio, Fecteau-Bachand-Legrand, et certains disaient, bon, Alain Laplante va peut-être aller chercher 12, 15 gros maximum. Et finalement, Alain Laplante est allé chercher une troisième position avec 19 des votes. Comment on l'explique, ça? Bien, je pense qu'Alain Laplante, objectivement, il faut dire que son affichage électoral a frappé dans le mille. Là. Les photos, les slogans ont fait parler, les photos étaient bonnes. Et puis, il y a des gens, moi, qui m'ont dit que c'est les images qu'ils avaient retenues le plus. Et il faut quand même aussi reconnaître qu'Alain Laplante, au cours des 4 dernières années, peut-être des 2-3 dernières années, à partir du moment où il s'est campé comme conseiller d'opposition, a occupé un large espace médiatique qui lui a donné un rayonnement et une notoriété aussi. Au niveau de la qualité des équipes, parce que ce qui m'a quand même frappé, dans les 12 membres de l'équipe Laplante, on s'entend qu'il y avait une qualité de candidature quand même assez intéressante. Quand on fait quand même certaines comparaisons avec d'autres équipes, ou dans certains cas, on sentait que c'était des poteaux. Vous voulez dire dans d'autres équipes? Bien, dans les autres, dans les 5 autres équipes, là, que dans certains cas, c'était plus des poteaux. Mais dans le cas de l'équipe Laplante, il y avait aussi une qualité de candidature. Et d'ailleurs, quand on regarde dans les 12 districts, bon, il y a Yann Langlois qui a été élu, mais il y a bien des endroits où ils ont même fini deuxième. Et si on regarde dans l'ensemble des équipes, Alain Laplante, il y a seulement 2 de ses candidats qui n'ont pas eu 15 du vote et qui ne récupéreront pas leurs dépenses électorales. Puis effectivement, des gens de qualité là-dedans. Bon, écoutez, on peut nommer quelques personnes, là, je ne veux pas faire de choix, mais quelqu'un comme Isabelle Prudhomme dans le district 4 ou Mme Goudreau dans le 6. Valérie Vivier. Mme Goudreau, je crois, elle a eu 26 des votes. Donc, elle a fait plus que M. Laplante en pourcentage. Donc, c'est des gens qui vont peut-être revenir en politique. Il y en a dans d'autres équipes aussi. M. Rousseau dans l'équipe de M. Legrand. Michel Gendron qui a failli battre Hugues Larivière. C'est la dernière boîte de scrutin qui a déterminé le gagnant dans ce district-là. Alors, peut-être une nouvelle de cette campagne c'est peut-être qu'on avait là une pépinière de candidats pour une prochaine élection dans des élections municipales. Moi, je m'attendais, dès le départ, les gens me disaient « Ah, Éric, qu'est-ce qui va se passer? » Moi, je m'attends à ce que les 7 conseillers sortants soient réélus, mais, parenthèse, dans une élection, il y a toujours un sortant qui se fait battre. Ben, toujours. Ben, ou presque. Il y a souvent un sortant qui se fait battre qu'on ne voit pas venir et il y a souvent une surprise. Exact. Bon, dans les 2 cas, Gaétan Gagnon, finalement, a été défait. Surpris? Oui et non, parce qu'il faut comprendre que Gaétan Gagnon était, oui, le candidat sortant du secteur Saint-Athanas, mais que depuis 3 ou 4 élections, Hugues Larivière et lui sont toujours opposés l'un à l'autre et ça se terminait toujours par des marges infimes. Encore cette année, la majorité de M. Larivière, c'est 96 votes. Je crois que M. Gagnon est 3e, mais peut-être 100 quelques votes derrière. Il y a Michel Gendron qui est 2e. Alors, surprise, oui et non. Autre surprise, peut-être, l'élection de Yann Langlois de l'équipe Alain Laplante, qui est un arrivé de 109 au Conseil. Je pense qu'il va être bienvenu, mais que moi, je n'avais pas vu dans mes pronostics. Honnêtement, j'aurais pensé que la lutte dans ce quartier-là irait entre du côté... M. Borrell ou M. Rousseau. J'aurais cru que M. Borrell l'aurait emporté. Bon. Si on revient à la mairie, puis je sais que tu as déjà travaillé pour Claude Bachand. Oui, comme attaché politique. Bon. Claude Bachand, là, il se dit, il m'a manqué 589 votes. Exactement. C'est quoi la réaction de Claude Bachand dimanche soir?
C'est quoi la réaction de Claude? Écoutez, je ne l'ai pas vu. Je ne lui ai pas Parce parlé, qu'en je ne même sais temps, pas. certains Mais diraient que l'équipe, dans certains cas, certains joueurs qui n'étaient peut-être pas il faut, on va de dire les vraies calibre, choses, là. si Il on y veut, avait, électoral, c'était un j'entends. peu bancal comme équipe à certains endroits. Ouais. OK? Et si on regarde les résultats de l'équipe Claude Bachand, la plupart de ces candidats ont fait beaucoup moins que lui, à part quelques exceptions, notamment Stéphanie Jeté, ici au Oui, Stéphanie centre-ville, Jeté, qui a Michel bien Gendron, performé, ouais. qui a fait plus que M. Bachand, M. Gendron. Mais dans l'ensemble de son équipe, la plupart ont fait moins que lui. Alors, je pense que la conclusion qu'il doit tirer, ou qu'on peut tirer, c'est que s'il y avait eu une équipe avec des candidats plus forts politiquement, qui tirent plus dans leur quartier, bien, peut-être que ça l'aurait propulsé à la victoire, parce qu'il ne manquait pas grand-chose, là. Il était à 500 quelques votes de la première place. Jean Lamoureux, qui a été conseiller à 2 occasions, qui a aussi perdu des élections, qui avait perdu la mairie, mais quand même, il avait récolté 9000 voix contre Exact. Gilles Dolbec en 2009, avec une trentaine de pourcents. Il misait beaucoup là-dessus en se disant, ça va être une lutte à 9, mais là, moi, j'ai fini 2e en 2009, donc c'est mon tour. Je suis allé faire des études en plus en gestion municipale. Et là, il se ramasse avec moins de 4000 votes, même 3000 quelque chose. Là. 2879 votes. C'est toute une claque. C'est parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2009, M. Lamoureux a ramassé beaucoup de votes qui étaient destinés contre Gilles Dolbec. Okay? C'était le principal candidat qui s'opposait à M. Dolbec. Il y avait une opposition à M. Dolbec à l'époque, un vote contre, que Jean Lamoureux a réussi à rallier massivement derrière lui en 2009. Mais en 2013, la lutte est très différente, là. On se ramasse avec 9 candidats. M. Dolbec n'est plus en lice. Le vote contre, si on peut dire, s'est dispersé ailleurs. Est-ce que le fait que Jean Fontaine et Robert Quentin l'ont quitté pour Stéphane Legrand et que Claire Charbonneau a quitté M. Lamoureux pour M. Fecteau a fait mal à l'Action civique et à Jean Lamoureux? Bien, ça a probablement affecté la crédibilité de l'équipe de l'Action civique, une équipe qu'il a dû, au demeurant, compléter à la dernière minute, au mois de juin. Et ces candidats-là ont été réélus dans leur quartier. C'est les 3 candidats que vous avez mentionnés ont été réélus. M. Lamoureux a dû se trouver d'autres candidats qui n'avaient pas nécessairement une expérience politique. Donc, certainement, il a payé le prix de ses défections. En quoi l'arrivée tardive de Khaled Khalil a changé la donne de cette élection? Il a récolté à peu près 1800 votes, là, environ 5 un peu moins qu'Alain Paradis. En quoi ça a changé la donne de la campagne, l'arrivée de Khaled? Moi, je pense, premièrement, on ne saura jamais où c'est les votes que M. Khalil a obtenus, où serait-il allé si lui n'avait pas été en place. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à partir du moment où il est entré en campagne, l'attention médiatique s'est portée beaucoup sur lui, y compris au niveau national, où on l'a vu apparaître à quelques reprises à la télé ou à la radio et dans les journaux. Alors donc, est-ce que cette attention-là était plus portée avant vers M. Laplante, avec entre autres ses slogans et les jeux de mots qui avaient ressorti? Et là, soudainement, l'attention médiatique s'est portée plus vers M. Khalil. Est-ce que ça a fait mal à Alain Laplante? Bien, écoutez, moi, je serais porté à penser que peut-être que oui, pour les raisons que je viens d'exposer, mais on ne le saura jamais, dans le fond. Est-ce que les votes que M. Khalil a eus seraient allés à M. Laplante en grande partie s'il n'avait pas été candidat? Je ne le sais pas. Mais M. Laplante est à 876 de la première place. Il est à 876 votes. Alors, s'il y avait eu la moitié des votes de M. Khalil ou un peu plus, bien, peut-être que la réalité aurait été différente. Possiblement. Bon. Et que dire de votre ex-collègue Stéphane Legrand, qui a formé quand même une équipe avec 4 conseillers sortants, qui ont tous été réélus. Son propre dauphin dans le 5, M. Rouget, a aussi été élu également. Mais lui-même, finalement, a eu une performance individuellement là, qui était peut-être plus basse que ce que certains qu'attendu. Écoutez, comment l'expliquer? Sans doute que M. Legrand, à quelque part, souffrait peut-être aussi d'un déficit de notoriété. Ouais. Il est parti en campagne quand même plus tard aussi. Et le temps de se faire connaître dans une ville, ça prend quand même un certain temps. Là, M. Fecteau fait du bénévolat depuis 20 ou 30 ans, ou même davantage. M. Bachand était député fédéral pendant 17 ans. Ouais. Il a fait le tour du comté à plusieurs reprises. M. Legrand était conseiller municipal depuis 11 ou 12 ans. Il y avait une notoriété, mais semble-t-il qu'il n'a pas été assez suffisante pour le porter à la tête. Et maintenant, est-ce que le fait que aussi certains ont pu l'identifier à la relève de M. Dolbec a pu lui porter ombrage? Peut-être également. Dernière question. Philippe, tu as été conseiller municipal pendant quelques années. Oui. Là, il y a un nouveau maire. 15 ans. Un nouveau maire qui, un peu comme M. Smérica, n'était pas conseiller avant. Michel Fecteau n'a jamais été conseiller municipal. Non.
il se ramasse avec 5 membres de son équipe, dont Justin Bessette, qui est un sortant, Hugues Larivière, qui a déjà été conseiller. Ouais. Il se ramasse avec 5 Vision Legrand, dont 4 là-dedans sont des sortants. Un indépendant qui est Yvan Berthelot, qui connaît bien la joute politique, et Yann Langlois, qui représente Alain Laplante. Ça va ressembler à quoi le conseil de ville? C'est quoi le conseil que tu donnerais à Michel Fecteau? Bien, le conseil que je donnerais, c'est son défi principal, c'est d'être rassembleur. Et comme il n'a pas la majorité, son parti n'a pas la majorité au conseil, je pense qu'il doit tendre la main aux gens des autres équipes, à l'indépendant qui ont été élus, des gens qui ont une expérience politique importante, et il peut leur confier des comités, leur donner une place et sentir qu'ils ont leur rôle à jouer. La pire erreur à faire serait d'essayer de tasser ces gens-là dans son coin pour donner seulement des rôles aux gens de son parti. Je pense qu'il le regretterait si ça arrivait. Philippe Lanier, merci beaucoup. À la prochaine. Ça fut un plaisir. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Sécurité de la vieillesse, c'est la thématique du prochain déjeuner-causerie qui va se tenir le mardi 19 novembre à 8h30 le matin du côté de Saint-Césaire. C'est organisé par le C3S au Richelieu-Rouville, le Centre de santé et de services sociaux. Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est le nom de notre émission qui, à chaque semaine, nous présente des extraits du Conseil. Là, le Conseil est en pause depuis les élections. Le prochain Conseil, c'est lundi, le 18 novembre. Entre-temps, dans la même case horaire, on vous présente des extraits des discours de victoire de la dernière élection du 3 novembre dernier. Télébingo, 3 500 $ en prix à chaque semaine, tous les dimanches matins, à 9h30, toujours en direct au Câble 9. Il y a une trentaine de dépositaires pour acheter vos cartes sur tout le territoire au Richelieu et Rouville. Télévision du Richelieu, vous avez l'adresse pour me joindre directement. Éric Latour en un mot à commercial.tvhrcherneuf.com et visitez notre site Internet. Nos entrevues se retrouvent en format vidéo YouTube. On est là demain. Bye bye.